Bienvenue donc si vous nous rejoignez, Edith Cresson est toujours notre invitée. À nouveau bonsoir et à nouveau bienvenue sur TV5 Monde. Quel regard portez-vous sur la situation politique en France après les régionales et à l'approche de la présidentielle de 2022? Avant de vous entendre, Sophie Goldstein de la rédaction de TV5 Monde s'adresse à vous. À ceux qui ne vous connaissent pas, Edith Cresson, il faut le rappeler, vous êtes une pionnière. Ici, avec François Mitterrand, que vous accompagnez depuis 1965 dans sa quête du pouvoir, puis au Parti socialiste. C'est vous qui le choisit à la tête du gouvernement en 1991. Cet après-midi, j'ai nommé Madame Edith Cresson Premier ministre. C'est un coup politique après la démission de Michel Rocard. Le contexte social est difficile, le chômage en hausse. Vous entrez donc dans l'histoire, seule femme à ce poste jusqu'à ce jour. Vous êtes expérimentée, 3 fois ministre déjà, mais il vous faut imposer votre voix. Je chercherai avec vous les majorités les plus larges, sans que personne ait à renoncer à ce qu'il est. Les socialistes applaudissent, mais votre discours de politique générale est en flop. Mauvaise acoustique, direz-vous. Le fait est que se faire entendre à l'Assemblée nationale, milieu misogyne, machiste et qu'il ne s'en cache pas, est une épreuve. Il y a le RN, l'extrême droite, n'est plus tabou pour une partie de la droite en France. Votre style, tranchant, s'exporte mal par ailleurs. Les Japonais, des fourmis jaunes. La diplomatie, ce n'est pas votre truc, Edith Cresson. En France, les sondages sont mauvais. Au bout de 10 mois seulement, votre mentor finit par vous lâcher. L'enfer de Matignon prend fin. Direction Bruxelles en tant que commissaire européenne. Pour des raisons politiques. Là non plus, ça ne se termine pas bien. Une affaire d'emploi fictif. Vous êtes condamné pour favoritisme par la Cour européenne de justice. Votre départ a fait chuter la commission Santerre. Mais il y a une vie après la politique et des succès aussi. Vous vous engagez durablement pour l'apprentissage avec l'école de la deuxième chance. On vous aperçoit toujours dans les rangs de la gauche. L'espoir de 2012 est déçu. Votre dernier pari, c'était lui, Macron le réformateur. Est-ce à dire que vous aussi, vous êtes droitisé, Edith Cresson? Et jusqu'où l'explosion du paysage politique a-t-elle du bon en France? Alors, est-ce que vous êtes droitisé? Vous allez répondre, mais d'ailleurs, une France démocratique, patrie des droits de l'homme et des droits des femmes, qui n'a connu qu'une seule femme Premier ministre, vous en l'occurrence, on a envie de dire, il y a un problème. Comment l'expliquez-vous? Il y a une très grande misogynie de la classe politique. Je ne dis pas du tout de la population, parce que quand j'ai été élu maire de Châtellerault, conseiller général, etc., constamment réélu, et avec des scores assez significatifs, je n'ai pas eu de problème. Mais la classe politique, c'est-à-dire les députés, les ministres, etc., sont extrêmement misogynes. Et ça, j'ai eu toutes sortes d'attaques. Vous avez vu M. Daubert, là, on l'a vu sur l'écran. Il a dit, quand j'ai été nommé Premier ministre, il a dit « voilà la Pompadour ». C'est-à-dire que 200 ans après la Révolution française, M. Daubert vit toujours dans un espèce de boudoir. Hein. Et donc, voilà. Et d'être élu et réélu ne donne pas... ne confère pas suffisamment une légitimité. Mais là, vous parlez du suffrage, c'est-à-dire du peuple français. Oui. Mais le Premier ministre ou la Première ministre, elle est nommée par le Président de la République. Oui, pourquoi, depuis, il y a eu plusieurs présidents, ils ne l'ont pas fait selon vous? Emmanuel Macron, qui se présente comme un libéral, est entouré de beaucoup d'hommes. Il n'a pas fait le choix de nommer une femme. Pourquoi, selon vous? Je pense qu'il a peut-être hésité à se fabriquer une difficulté supplémentaire. Parce que les mentalités sont encore comme ça. Quand on arrive à l'Assemblée nationale, c'est effrayant ce qu'on entend. Vous savez, surtout après le déjeuner, quand ils ont bu un coup, ils crient « à poil » quand on monte à la tribune. Hein. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment que le président de l'Assemblée a pris une décision très intéressante, c'est-à-dire que ceux qui insultent des femmes à l'Assemblée nationale, il leur supprimera la moitié de leur salaire du mois d'après. Et c'est la seule chose qui puisse les faire réfléchir. Cette situation-là n'existe pas dans les autres pays. Vous ne voyez pas ce genre d'insultes à la Chambre des communes à Londres. Quelle femme pourrait être Premier ministre aujourd'hui selon vous? Je ne sais pas, mais enfin bon, il y en a plusieurs certainement qui pourraient être d'excellents Premiers ministres. Mais je pense effectivement que il y a une espèce d'hésitation parce que la société politique, pas la société civile, la société politique est comme ça. Et misogyne. Alors, est-ce que vous êtes droitisée? Sophie Goldstein le demandait. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être plus libéral sur le plan économique, moins de tabous sur l'administration notamment, qui est souvent vue comme un fardeau dans l'administration en France est pléthorique et souvent inutile. Hein.
C'est-à-dire que nous avons une administration qui génère beaucoup de lourdeur. Et je pense que nous sommes le pays qui a l'administration la plus importante si on la compare à des pays comparables au niveau européen. Donc il y a quelque chose qui effectivement ne va pas. Il y a une complexité des textes qui est terrible. Alors vous, à l'approche de cette présidentielle, quelle serait la candidate ou le candidat, si l'on peut dire, avec le profil idéal, selon votre pédigré politique, votre colonne vertébrale politique? Est-ce qu'il faut une fibre sociale, une fibre plus libérale sur le plan économique? Quel serait son profil? Moi, je crois que pour avoir une force politique, il faut plusieurs choses. Un parti, c'est d'abord un leader, si possible charismatique, une ligne politique avec un programme et des implantations locales. Or, aujourd'hui, je ne vois pas qui correspond à ça. Emmanuel Macron, il a perdu, selon vous, parce qu'il n'avait pas derrière lui Mais un parti politique. il n'a pas d'implantation locale. Il est un dirigeant incontestable. Régional, hein. Oui, mais il n'a pas d'implantation régionale ou dans les grandes villes, etc. Et un parti, pourquoi est-ce qu'on adhère à un parti politique? C'est pas juste pour coller les affiches, c'est pour participer à un débat. Et au Parti socialiste du temps de Mitterrand, on avait plusieurs motions, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas tous d'accord. Ils se mettaient ensemble sur des textes. Quelquefois, on fusionnait des motions au moment du Congrès. Et si on ne fusionnait pas, on votait. Et celui qui est désigné pour être le candidat à la présidentielle, c'est celui qui a gagné le Congrès. Oui. Bon, donc, si vous voulez, la ligne politique résulte d'un débat. Quelle est, selon vous, à l'approche de cette présidentielle, aussi la stratégie que doit adopter la gauche, ou plutôt que doivent adopter les gauches? On voit très bien qu'aucune formation de gauche, que ce soit Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, voire la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon, ne peut l'emporter seule. Pour vous, il faut faire une union? Je ne sais pas si cette union sera possible. Je le dis clairement, je vois qu'il y a des points de désaccord très importants. Il y a un problème de personnalité, d'ego qui est très important. Et comme je le disais, on ne va pas à la présidentielle comme ça avec rien. On a préparé pendant des années. Nous, au Parti socialiste, on travaillait des années avant pour préparer le programme. Et puis il y avait des congrès, il y avait des débats. Et donc il y a une légitimité. Or aujourd'hui, on ne voit pas où est cette légitimité. Vous parliez du suffrage universel et de l'ancrage local. Anne Hidalgo, réélue maire de Paris. Carole Delga, réélue haut la main en Occitanie. C'est la plus grande victoire, si l'on peut dire. Ces deux noms de ces deux femmes reviennent. Qu'en pensez-vous? Oui, elles reviennent parce qu'elles ont localement effectivement eu des succès électoraux et elles ont géré correctement ce qu'elles avaient à gérer. Simplement, il n'y a pas de parti derrière. Il n'y a pas de... leur ligne politique ne résulte pas d'une discussion, d'un débat, de confrontation et de vote. Pour les sondages, on se dirige, même après ces régionales, vers une nouvelle finale entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Personne ne sait. Personne ne le sait. Pour autant, est-ce que vous craignez une victoire du Rassemblement national? Ah oui, ça c'est la chose que je crains le plus. Donc pour vous, il n'y a pas de plafond de verre pour Marine Le Pen? C'est-à-dire que ce plafond de verre, je ne sais pas s'il va tenir. Mais effectivement, elle a mis beaucoup d'eau dans son vin. Elle a fait des progrès d'ailleurs sur le plan du discours. D'ailleurs, elle a été très attaquée par son père à la télévision il y a juste 2 jours. C'est-à-dire qu'elle essaye de se modérer, de se dédiaboliser, comme on dit, mais en se dédiabolisant, elle atténue, effectivement. Donc, elle risque de perdre aussi sur sa droite. Donc voilà, moi je me souviens du père quand... à la statue de Jeanne d'Arc le 1er mai, il avait, avec les gens qui étaient avec lui, il faisait le salut hitlérien. Vous vous rendez compte? Bon, mais ça, les gens l'ont oublié. Alors, le Front National, il y a ça. Édith Cresson, allez, on va faire une petite prospection. Si Emmanuel Macron se retrouve en finale contre un candidat ou une candidate de gauche, est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron, pour le candidat ou la candidate de gauche? J'attends de voir qui est le candidat de gauche, mais je ne crois pas.